Bon, merci Jean-Hugues d'être venu me donner un coup de main pour ce petit bike check. Avec grand plaisir. Il est sublime. Là, quand même. Ah, j'adore. Parce que Jean-Hugues, c'est quand même ma référence parmi tous mes coéquipiers en termes de mécanique vélo. C'est clairement lui qui maîtrise le plus le sujet. En termes de goût aussi, je peux me permettre. Bienvenue pour cette petite vidéo que je vous avais promise depuis longtemps, hein, puisque c'est la vidéo du bike check du Vitus. Visiblement, le tablier, c'est vraiment l'opération la plus technique. Bon, je vous présente Thomas Brunier, qui est le mécano de ProBike. Donc merci beaucoup à ProBike et à Vitus de m'avoir offert cette opportunité. Alors normalement le bike check ça se fait sur un vélo neuf, nickel. La petite particularité c'est que ce vélo il est déjà monté quasiment plus haut que n'importe quel bike sur terre. À 6000 mètres, il n'y a pas beaucoup de vélos qui sont montés à cette altitude. Il a morflé, mais il a morflé sévère. Donc je l'ai remis en état le mieux possible. Bon quand même, c'est pas mal, hein, il a survécu. On dirait presque qu'il est neuf, là, bien nettoyé comme ça. Il a quand même quelques petites éraflures. Et du coup maintenant, le but ça va être composant par composant de vous expliquer tous les choix techniques qu'il y a sur ce bike et mon ressenti. Ce qui est cool, c'est que je peux vous faire un retour vraiment sur après avoir roulé le bike pendant un mois, quoi. Aujourd'hui, on est chez ProBike Shop où ils sont en train de me préparer mon futur bike pour la saison 2023. Et aujourd'hui, le but, ça va être d'upgrader ce bike de série. Comme vous pouvez le voir, c'est un bike de la marque Vitus. Alors, c'est une marque qui n'est pas ultra connue à l'heure actuelle. Tu connaissais, toi, Vitus, Jean-Yves? C'est français à l'état basal, non? Ouais, c'est français à la base et ça a été racheté. Alors, j'ai un peu triché. J'ai regardé l'histoire de la marque. Effectivement, Vitus, c'était français. Puis, ça a été racheté par des Irlandais. Et après, apparemment, depuis à partir de 2010, tout ça, ils sont revenus dans le monde du VTT et de l'enduro. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Et là, t'as travaillé, c'est un truc de ouf, Jean-Yves. Pour être franc, je la connaissais pas non plus. Et quand j'en ai discuté avec ProBike pour savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire par rapport à mon XP, et ben voilà, ils m'ont proposé ce vélo. Et quand j'ai regardé les caractéristiques, j'étais assez étonné de pas connaître parce que c'est des bikes qui ont l'air très sympas. Effectivement, ouais, c'est une marque qui faisait fort parler d'elle et qui a plus ou moins disparu des radars et qui maintenant vraiment se relance dans le VTT à mort, notamment avec ce modèle-là qui est le Vitus Sommet. Donc on pouvait pas rêver mieux en fait comme nom pour moi. Et concrètement, c'est un super enduro en 170-170. Donc ça, ce que vous voyez derrière, c'est le vélo de série, hein. Donc c'est le vélo du commerce. Et on va garder le cadre et on va changer toutes les pièces pour l'upgrader. Et puis pour l'upgrader, surtout par rapport à ma pratique. Top, pas plus haut. Et du coup, c'est le modèle Sommet en mulet. Donc 29 à l'avant, 27,5 à l'arrière. C'est ce que j'allais te dire initialement. Il n'est pas en mulet, il est bien monté en 29-29, quoi. Non, tu peux l'avoir en 29-29 ou en mulet. Alors, pourquoi mulet? En fait, j'aurais vraiment dû passer en mulet depuis bien plus longtemps, parce qu'en fait, c'est totalement adapté à ma pratique pour plein de raisons. C'est pas la première fois que je roule en mulet, puisque, en fait, sur un ancien vélo d'enduro, je l'avais monté en mulet, et j'avais été étonné par la dynamique que ça générait sur un vélo. La première chose, c'est que la roue avant en 29, ça permet des franchissements beaucoup plus importants que toutes les autres tailles de roues. C'est vrai que la roue arrière, elle a moins de besoin de franchissement, concrètement, parce que, grosso modo, elle suit. Et souvent, en fait, on peut la replacer soi-même par des mouvements, donc il n'y a pas un besoin fondamental qu'elle soit de la même taille qu'une roue en 29.
contre, le fait qu'elle soit plus petite, ça fait que d'une part, il y a un gain de poids global sur le vélo. Le gain de poids, il est au bon endroit, enfin même au meilleur endroit possible, c'est-à-dire sur la roue arrière. C'est là où en fait où il y a besoin de plus de dynamisme, enfin du moins pour mon pilotage à moi par rapport à mes problématiques de terrain. Oh là là! C'est peut-être pas les mêmes pour un enduriste qui fait de la compète, j'imagine. On fait un peu moins de nose-turn, effectivement. Et la dernière chose en plus, c'est que ça augmente l'angle de chasse. Angle de chasse qui est déjà énorme à l'état basal sur ce vélo, qui est déjà 64 degrés. Donc là, t'en as rajouté encore. Ouais, j'en ai encore rajouté, effectivement. Malgré ça, t'as un vélo qui tourne bien, qui est assez dynamique, et sur le changement d'angle, ça va, c'est même à faible vitesse. Franchement, ça va, parce que en fait, le truc, c'est que la plupart des changements d'angle que je fais, c'est sur des pentes fortes. Du coup, t'es déjà placé correctement pour que ton centre de gravité soit sur l'avant pour faire des nose-turns. Oh la raideur de la pente! Effectivement, ça augmente l'angle, mais aussi, quand on est sur une pente très raide, eh ben, le fait d'avoir l'angle qui soit basculé vers l'arrière, c'est un avantage, parce que du coup, on est moins sur l'avant quand on est dans du très raide. Donc en fait, le mulet, il a que des avantages par rapport à ma pratique. Donc clairement, j'en changerai plus, quoi. Dimitri était passé sur un mulet déjà depuis quelques années. Ouais, Dimitri, ça fait un moment qu'il était en montage mulet, et c'est vrai qu'au début, je l'avais un petit peu critiqué, et en fait, il était juste en avance sur son temps, donc... Mon ressenti sur Scat, tout de suite, ça a été un plaisir de le prendre en main, et j'ai senti un bike très joueur. Alors, le montage mulet n'y est pas pour rien, parce que le montage mulet, ça augmente l'aspect joueur, on va dire, puisqu'on est un peu en arrière par rapport au vélo, avec un angle supérieur. Yeah, c'est trop stylé, quoi. Wouhou! Et puis après, donc, sur la question du design, les goûts et les couleurs, ça s'y chute pas. C'est vrai que dès que j'ai vu le montage terminé, j'ai adoré. À la fois l'harmonie des couleurs, donc rouge-vert, plus toute la partie or, qui est répétée par toutes les vis en plus, et toute la visserie, les pédales, tout ça. Franchement, moi je l'ai trouvé magnifique. Et je trouve qu'il a une gueule quand même assez dynamique, quoi, avec ses lignes tendues, avec le montage mulet qui le renverse un peu sur l'arrière. Moi je kiffe, là. Mais tu vois, le fait qu'ils soient en parallèle, ces deux lignes, le triangle là, franchement ça c'est super beau, quoi. T'as le vélo, il est... Waouh! Ça respire quand même la solidité. C'est un vélo rationnel, je trouve. Homogène, rationnel, logique. Alors, c'est un montage qui n'est pas spécifique à ma pratique montagne que tout le monde connaît, c'est un montage qui est spécifique pour l'expé qu'on vient de faire. C'est-à-dire que là, c'est des roues carbone, mais avant, je roulais sur des DT EXC 1200, et là, c'est des HXC 1501. C'est des roues carbone toutes les deux. Simplement, celles-ci, elles sont un peu plus lourdes et un peu plus résistantes. Normalement, les HXC, c'est fait pour les bikes électriques. Moi, c'est pas un vélo électrique, évidemment, mais du coup, le but, c'était d'avoir des roues très fiables pour l'expédition. Il faut savoir que les EXC, j'avais déjà flingué pas mal de rayons sur plusieurs sorties, avec des cailloux qui se coincent dedans et qui font sauter les rayons. Wow! J'ai pété 2 rayons. Les EXC 1200, elles sont plus légères et plus réactives, mais elles ont des rayons plats qui sont ultra fragiles. Et là, ça, c'est des rayons standards alu. Ça fait une jambe qui est un peu plus souple et qui est surtout beaucoup plus solide. Donc idéal pour l'expé qu'on entreprend au Chili, puisque là, si on flingue des jantes, c'est vite très compliqué, quoi. Donc ce que je vais faire, par contre, je vais repasser après sur du EXC 1200 à terme. Après roue carbone par roue carbone, c'est vrai qu'il y a eu le débat pendant longtemps. Je suis pas convaincu, très honnêtement. Ah ouais? Non. Après, j'ai un vélo qui est extrêmement rigide d'origine. Ouais, peut-être que celui-là s'y prête plus. Après, moi, pour être franc, tout le monde me disait la rigidité, tu vas secouer dans les bras, un truc de taré et tout ça. C'est pas le ressenti que j'ai eu, quoi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'en parlerai pour la fourche après, mais c'est que j'ai compensé par une fourche qui est quand même plus flexible. Après, il y a eu un truc qui est, je pense, exponentiel aussi, c'est l'évolution des vélos. C'est vrai qu'avant, les tout carbone étaient extrêmement rigides, c'est le cas du mien. Les triangles avant, ils ont réussi à travailler la fibre de carbone pour avoir des vélos un peu plus souples de l'avant, justement, pour avoir des vélos qui pardonnent un peu plus, et ce qui fait que maintenant, peut-être le ressenti avec tout carbone est beaucoup moins extrême qu'avant aussi. C'est vrai que moi, j'ai mis beaucoup de temps à passer sur roue carbone, et en fait, quand je l'ai fait, tout ce que je voyais, c'était un gain de réactivité, et surtout un gain de poids, et un gain de poids sur les roues. Le gain de poids sur les roues, il est beaucoup plus important que le gain de poids sur le bike lui-même. Sur les roues, ça change totalement la réactivité, et c'était assez libérateur, je trouvais, parce que pour tous les placements, le pilotage fin, je trouvais ça beaucoup plus sympa. Ouais, j'ai pas posé le pied là. Ouais.
Après, c'est vrai que je roule pas comme la plupart des enduristes, hein, donc pour une pratique enduro pure, peut-être que ça c'est des avantages aussi. Il y a quelques fois où on roule fort quand même, quand on arrive dans les plaines. Là. Oui, on peut rouler vite dans du cassant, ça c'est vrai que ça arrive assez vite, et là il faut un bon réglage des suspattes avant tout, quoi. Ça passe surtout par ça, quoi. Parlons-en. Concernant les suspensions, Alex, on est chez RockShox en avant? Ouais. Ceux qui ont suivi mon évolution en termes de matos, j'ai d'abord roulé sur Fox 36, puis après sur Fox 38, puis après je suis repassé en lyrique sur mon ancien bike, alors j'avais une 38, et j'ai eu beaucoup de remarques à ce moment-là, ouais mais pourquoi tu downgrades la suspension? Comment ça fait flipper? Et là, effectivement, sur mon nouveau montage, c'était un choix de passer sur une lyrique. Sachant que le montage de base d'usine, il est en 38, du moins dans cette version. C'est une fourche ultra quali, hein, bien sûr, elle se retrouve sur la plupart des montages actuels là, de gros enduros, mais on va passer sur une RockShox lyrique. C'est vrai qu'il y en a qui crient à l'hérésie là-dessus, je sais pas ce que t'en penses toi, Jean-Luc. Ben non, je trouve pas ça du tout, je trouve pas ça du tout aberrant. Je regrette qu'il ait pas fait la disqueuse pour être... Ça a son petit charme, hein, la disqueuse. C'est vrai que la 38, en fait, elle est vendue comme étant une fourche très rigide, et la rigidité d'une fourche est censée être un avantage en pilotage. Alors, il faudra m'expliquer aussi pourquoi la rigidité d'une roue, c'est un désavantage, c'est censé être un désavantage, alors que la rigidité d'une fourche est censée être un avantage. Puisque c'est le gros reproche qu'on fait aux gens de carbone. Tu fronces les sourcils. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'en fait, sur la 38, alors d'abord, son gros défaut, c'est qu'elle est lourde. Elle est très lourde. Donc là, on va voir la différence de poids réelle entre une 38 et une lyrique. Alors la 38, elle n'est pas faite pour être légère, hein, déjà. Donc. 2,3 kg. 2,3 kg. Normalement, celle-ci, elle a 2 kg. Et celle-là, 300 grammes. Putain, donc c'était bon, c'était bien 300 grammes, tu vois. J'avais 2 kg pile. Je commence à les connaître par cœur, les poids des bikes. C'est juste énorme. Et en plus, c'est au mauvais endroit aussi, parce que c'est sur l'avant et ça déséquilibre le vélo, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu me fais une 38, le centre de gravité du vélo, il glisse d'un coup vers l'avant, quoi. Donc c'est plus du tout la même chose. Et du coup, cette rigidité-là, qui est donnée comme un avantage, en fait, moi, pour mon style de pilotage, c'est plutôt un problème. Effectivement, une 38, elle sera plus adaptée à un mec qui va rouler fort, qui va faire des gros appuis à forte vitesse sur un terrain plutôt propre, avec des grosses réceptes de saut aussi et tout. Alors que, moi, ma pratique, c'est plutôt de rouler doucement sur un terrain foireux. Hop. Et rouler doucement sur un terrain foireux, en fait, avoir une fourche rigide, c'est plutôt un problème, parce que je me suis rendu compte en passant sur une lyrique, qu'en fait la lyrique, effectivement, elle est moins rigide, mais du coup elle pardonne. C'est moins déstabilisant. Ouais, exactement, c'est moins déstabilisant. C'est-à-dire qu'en fait, dans les caillasses, ça pardonne, ça te permet des replacements, ça permet à ta roue d'avoir une forme de torsion. Paradoxalement, je peux rouler plus vite dans un terrain pourri avec la lyrique qu'avec la 38. Oh bah, désolé, mais... Ouah. L'autre sujet, c'est que la 38, c'est une machine de guerre pour la régler, c'est infernal. Alors, je suis peut-être pas bon en réglage de fourche, mais j'ai jamais réussi à trouver des réglages optimum. Alors que la lyrique, bon, il y a moins de réglages, mais au moins j'arrive à la régler comme je veux. Et je les sens bien, les réglages, je sais pas que j'ai... Pourquoi le HSC et le LSC, ça t'a désemparé? Tu te souviens quand on raidait ensemble et que j'étais pas content des réglages et tu me touches les trucs, tu me dis ouais pas de soucis, je vais t'améliorer le truc, et puis c'était encore pire après, je dis non, reviens en arrière, t'avais fait combien de clics et tout, enfin... Eh Jean-Luc, est-ce qu'on peut remettre la suspension comme elle était hier en fait? Parce que je sais plus exactement ce qu'on a touché, tu vois, dans Cassin. Voilà, tiens, à fond, c'est ça. Premier cran. Donc là, tu réduis le rebond, c'est ça? Il veut pas de sensibilité à basse vitesse, alors qu'il me disait que le vélo était trop... Ouais, mais du coup, là-dessus, en fait... Mais c'est bien d'avoir de sensibilité à basse vitesse là-dessus. Mais là, je suis éjecté aujourd'hui. Ça, c'est le rebond maintenant, mais ça, le rebond, il n'y a pas touché. T'es sûr qu'on n'y a pas touché? Ah non, on a compté par curiosité, parce que j'ai vu qu'il y avait haut et bas. Ou alors c'est les cailloux d'aujourd'hui qui sont spéciaux. Et attends, la température aussi. Faut pas croire, on a un bassin. Vous êtes éjecté, vous, sur les suspots, là? C'est plus dur, c'est plus cassant, c'est plus trialisant. Non, par contre, toutes les suspensions, moi, perso, elles prennent un peu plus aujourd'hui, elles sont plus... C'est pour ça, tu vois, la grippe 2, c'est trop compliqué. Là quoi? La grippe 2, c'est trop compliqué. Haute et basse vitesse, rebond, sensibilité. Tu prends une lyrique, t'as pas... Ah, tu vois, Jean-Luc, là, c'est mieux. C'était pas le moment, quoi.
C'était pas le moment, ouais, en pleine montagne et tout, c'est pas le moment de régler sa fourche, jamais, quoi. Et c'est vrai que la 38 aussi, il y a les bleeders qui sont donnés comme un avantage. Donc les bleeders... Ouais, ça me... Alors, s'il y a bien quelqu'un au monde... Que ça peut intéresser, c'est toi. Exactement. On est d'accord. Parce que moi, je fais des différentes altitudes de malade, et là, on est même allé à 6000 mètres, là, récemment, et j'avais d'autres potes qui roulaient avec des fourches Fox, qui avaient des bleeders, franchement... Mais j'ai jamais vu la moindre différence. Hein. Donc, alors, peut-être en compète, sur des chouïèmes de réglage, pour des mecs avec des niveaux hyper balèzes, peut-être qu'ils sentent quelque chose, mais moi, j'ai jamais rien senti comme différence. Donc, bleeders, à part te rajouter encore du poids et un truc à penser en plus, je vois pas. Rester ouvert et tomber en panne, potentiellement. Ouais. Ou avec qui génèrent des microfils d'huile aussi, puisque quand tu le fais, t'as de l'huile sur les doigts. Ouh là là. Donc, du coup, en fait, j'avais tout intérêt à repasser sur une lyrique. Gain de poids, meilleure capacité de franchissement parce que fourche moins rigide et plus tolérante. Le fait aussi que, du coup, le vélo en entier était moins rigide et que je le sentais moins dans les poignets. Donc, en fait, la lyrique, elle compense, pour moi, le fait de passer en roue carbone. Et réellement, je préfère le comportement. Je préfère largement le comportement de la lyrique que le comportement de la Fox. Ah oui, et autre argument aussi notable, et ça c'est vraiment propre à ma pratique de vélo de montagne, c'est que quand j'avais des bikes avec une 38, le bike est tellement alourdi sur l'avant, qu'en fait, moi qui le porte beaucoup, le vélo, en fait, il bascule du côté de la roue avant, et il est hyper compliqué à porter, il est complètement déséquilibré. Alors bien sûr, c'est pas un critère pour la plupart des gens, mais moi c'est vraiment un critère important, parce que si t'arrives pas à poser le bike vraiment en équilibre sur la nuque, en fait ça fait mal, et t'es obligé de compenser en le portant en partie avec les bras, donc ça fatigue les bras, toi-même ça t'empêche de marcher correctement, et ça change toute ta dynamique, ça t'épuise en fait si tu portes mal ton vélo. Ça me rappelle les souvenirs d'ailleurs où tu râlais, je ne dirais pas où. Ah mais si, oui, carrément, avec toi j'avais râlé à mort. J'ai vu ça, ouais. On a testé plein de manières de porter. Ah, t'étais excédé. Donc lyrique plutôt que 38, et en plus pour les gens qui payent leur matos, c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher, donc voilà. Après, il est dit que la qualité RockShox est inférieure à la qualité Fox. Je sais pas si tu confirmes. Je veux pas te dire de bêtises, par contre une chose qui est sûre, c'est qu'apparemment l'entretien sur les lyriques est quand même super sympa à faire aussi. Très facile. Concrètement, les experts de chez LPDV qui m'ont fait toutes les préparations de fourche m'ont clairement dit que du point de vue qualité de construction, enfin la différence entre RockShox et Fox justifiait pas la différence de tarif. Quoi. Ouais, ça je pense par contre. Il y a un effet de mode aussi. Hein. Ouais, il y a un effet de mode, ouais, clairement. Après, je dis pas du tout que les Fox sont des mauvaises fourches. Je roule sur Fox et je dirais pas que c'est la peinture rouge qui me fera prendre une lyrique, mais... Alors ouais, la peinture rouge, on va en parler de la peinture rouge. Et voilà pourquoi j'aurais jamais de RockShox. Elle existe en noir, hein, elle existe en noir. Mais en fait, il y a des ruptures de stock partout, et notamment sur les couleurs qui vont sur tous les vélos. Donc en fait, je pouvais la prendre en noir, mais avec un déport un poil plus grand sur l'avant. Et vu que le bike a déjà un angle de chasse très prononcé, je voulais pas rajouter du déport. Donc là, j'ai fait le sacrifice de la couleur pour avoir la bonne géométrie. Pour sa défense, ça lui va relativement bien quand même. Mais exactement. Ça. En fait, c'était la surprise. Pour moi, c'était qui tout doux. Je m'attendais à ce que ça soit atroce, et en fait, ça va plutôt bien, quoi. Ça va bien avec le verre. Comment t'appelais ça? C'est un verre quoi ça? Un peu verre anglais. C'est verre anglais. Pour moi, ouais. C'est un British Green, un truc comme ça. Ouais. Très beau. Donc voilà pour la fourche. Alors, moi, ce que je veux t'entendre parler, c'est la pièce maîtresse, ce magnifique amortisseur hélicoïdal. Faut que tu nous en parles, Alex. Je bave depuis que je suis arrivé dessus. Il est vraiment sublime. Bonjour, je me présente. C'est Mathias de LPDV Suspension. Donc LPDV Suspension est spécialisé dans l'entretien, la préparation et la révision de suspension vélo. Sur la problématique que peut rencontrer Alexis lors de son expédition, on a forcément la problématique qui est liée à la température, qui a une incidence sur la pression d'air dans les amortisseurs à ressort pneumatique, comme c'est le cas pour celui-là. Donc il faut savoir que le fonctionnement ne sera pas pareil à moins 20 degrés qu'à 0 ou qu'à 20 degrés. On peut éliminer une partie de ces problématiques en utilisant un amortisseur à ressort hélicoïdal, comme celui-là, où là en fait c'est la raideur du ressort qui va permettre de compenser le poids du pilote. Donc là on minimise un risque puisqu'on n'aura pas du coup cette variation de température qui va impacter sur le ressort de l'amortisseur. La seule chose qu'il faut avec un amortisseur hélicoïdal, c'est avoir un ressort qui est à la raideur adapté à son poids. Alors le gros problème pour moi, c'est que les amortisseurs à ressort, ils sont plus lourds.
mais même beaucoup plus lourds pour la plupart, que des amortos à air. Donc pour moi, le poids, c'était un critère quand même important. Quand j'ai soumis l'idée à Alexis de remplacer son amortisseur à air par un amortisseur à ressort hélicoïdal, il m'a dit non, pas possible parce que j'ai une grosse contrainte de poids. On comprend puisque du coup il va pas mal porter le vélo. Je lui ai démontré que en fait, cet amortisseur-là était à peine plus lourd, des fois plus léger que l'amortisseur à ressort pneumatique. Donc je vais vous montrer ça sur une balance. Du coup, à la base, ce bike a été monté avec un X2. Alors, et en fait, là où j'ai été complètement sur le cul, cet amorto à ressort faisait le même poids que l'amorto à air. Pour des caractéristiques, enfin un amorto à ressort, ça n'a quand même pas la même dynamique et le même ressenti. donc Alexis va être équipé d'un amortisseur EXT Storia V3 Lock. La particularité de cet amortisseur, c'est que c'est un amortisseur à ressort hélicoïdal qui comprend un réglage de compression basse vitesse, haute vitesse et de rebond. Un blocage qui est un vrai blocage et surtout qui va se déverrouiller automatiquement en descente. Donc pas de risque d'abîmer l'amortisseur si on oublie de le déverrouiller avant la descente. Et la technologie qu'on retrouve sur très peu d'amortisseurs actuellement, c'est la technologie HBC, qui est une butée hydraulique réglable. C'est une technologie que XT maîtrise depuis 2004. Ils avaient introduit ça à l'époque pour le WRC. Et autre chose qui est assez particulier, chez XT, on fait une préparation sur mesure en fonction du pilote, du style de pilotage et du vélo. Donc pour ça, on va forcément adapter la raideur du ressort. Et on va également modifier la capeterie de rebond qui est là et de compression qui est ici. Donc on va piocher selon les bases de données qui sont fournies par XT dans tous ces clapets pour faire une petite pyramide qui correspond à vos données. Ah non, mais ça c'est cool. Ça fait 6 000 mètres. Ça fait 3 ans que je me tape la Norvège l'hiver et l'Émirat. Maintenant, on va juste tester que toutes les fonctions sont bonnes. Donc tester le rebond, les compressions, le blocage. Là, on voit bien l'effet du rebond. Maintenant, le blocage. Ok, parfait. Et donc voilà, donc pour la première fois je ride avec un amorto ressort, et franchement c'est une tuerie. C'est vraiment monstrueux. L'amorti dans le gros cassant, c'est bien meilleur que sur un amorto à faible vitesse, ouais. C'est ça surtout. À faible vitesse, et aussi... c'est génial. Et la réponse quand c'est sur un terrain d'enduro normal, là ce week-end j'ai roulé sur un terrain d'enduro classique on va dire, c'était même plus que classique puisque c'était un des tracés des EWS, donc vraiment c'était de l'enduro pur. Mais c'est monstrueux. Il est d'enfer en enduro ce bike. Je l'ai trop bien réglé. Je suis content. Et il y a quand même du pop, contrairement à ce qu'on peut croire. Exactement. Ouais. Il y en a même plus, alors c'est peut-être mes réglages qui étaient pas bons, mais il y en a plus que sur les amortos à air que j'avais. C'est tout aussi bien, tout aussi fun à piloter, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est pas des vélos qui sont collés au sol. Ah non, pas du tout. Au contraire, moi je trouve ça plus fun à piloter avec le ressort. Et alors, le gros avantage d'avoir un amorto à ressort aussi, c'est qu'on n'a pas à se faire chier avec un sag à régler. Puisque, en fait, le sag, il est directement fait par les caractéristiques mécaniques du ressort qu'on choisit. Et du coup, le problématique, c'est qu'au Chili, on avait des écarts de température monstrueux. C'est-à-dire qu'on a pu aller de 35-37 degrés dans les plaines à 4000 mètres sous le soleil. Et à 6000 mètres, par contre, on a eu du moins 15, moins 20. Et le problème, c'est qu'on a fait les tests, on a foutu un bike dans une chambre froide à moins 20 degrés. Je crois que le test n'est pas concluant. On voit l'huile de la fourche qui est complètement dure. On s'est rendu compte que si le vélo restait 1 ou 2 heures à moins 20 degrés,
et ben en fait, les suspattes, les huiles gelaient dans les suspattes et que le vélo devenait entièrement rigide. Donc la problématique, à la limite, c'est pas d'avoir un problème de comportement, bien sûr, c'est un problème, mais sur notre XP à 6000 mètres, on s'en fichait un peu d'avoir un vélo parfait en comportement à ce moment-là, quoi. Le problème, c'est pas ça, c'est simplement que si tu montes dessus, que tu commences à descendre, t'exploses tout, tu pètes tous les clapets, tous les trucs, tes suspensions sont mortes. Donc en fait, la grosse problématique, ça a été de trouver une huile qui pouvait accepter ces basses températures. Et c'est pas aussi simple qu'il paraissait, parce que j'avais contacté un certain nombre de pros qui n'ont jamais pas su me trouver de solution, jusqu'à LPDV. On a sollicité notre fournisseur d'huile, qui nous a proposé une huile spécifique pour le grand froid, qu'on a pu tester en chambre froide. Et du coup, ils ont fait la vidange des suspattes, donc des fourches et de la marteau, pour mettre ces huiles grand froid. Et qui ont en plus des caractéristiques très légèrement différentes, mais quand même très similaires à la température normale, mais qui résistent et qui ne gèlent pas à moins 20 degrés. Et on l'a vérifié au Chili, les suspattes n'ont aucun problème, même quand les vélos ont été complètement gelés, qui ont été couverts de gangs de glace pendant la nuit, les suspattes répondaient pratiquement normalement. Vas-y, teste l'huile. Ah, ça a l'air d'aller. Hein. LPDV assuré. Merci à eux d'avoir trouvé ça, c'est un truc de... Enfin, ça nous a sauvés. Après, niveau poste de pilotage, c'est le centre qui t'ont mis. T'as arrêté le 800 mm là, non? Ça fait longtemps que je suis plus en 800. Le 800, c'est vrai que c'était un peu large. Là, c'est du 780. Et c'est un cintre carbone. C'est vrai que j'ai eu des problèmes sur les cintres carbone avec des amorces de rupture sur un de mes anciens cintres. C'est pour ça que je mets plus que des cintres ultra haut de gamme, en fait, pour essayer de... Alors, bien sûr, c'est pas parce qu'on met le plus haut de gamme qu'on va pas avoir de problème. On peut toujours y avoir un problème méca sur un composant. Néanmoins, j'ai espoir que le carbone soit de meilleure qualité et que les contrôles soient mieux faits aussi sur ces cintres-là. Donc là, du coup, celui-là, c'est un Envy. Et avant, j'étais passé sur un Hope. Je sais plus pourquoi j'avais pas repris le Hope, d'ailleurs. Enfin bon, voilà. Je crois que c'est juste des questions de dispo, en fait. Question d'espoir. Ouais. Comment? T'avais pas trop d'espoir, peut-être? C'était cool. Donc voilà, donc en fait mon but c'est de mettre toujours un cintre carbone haut de gamme uniquement pour du gain de poids. Sur un cintre carbone il y a environ 100 grammes de gain de poids par rapport. Et le confort? Bah le confort... le carbone est meilleur. Maintenant. Il y en a qui te disent l'inverse. Non, les anciens cintres carbone étaient horribles. Et ouais. les nouveaux, soi-disant, c'est net. Beaucoup bien mieux au niveau du confort. Ça pour le coup, pour moi, c'était pas un argument à mettre en faveur du carbone, mais peut-être que les nouveaux effectivement sont... Parce que c'est vrai que le carbone c'est plus flexible en fait que l'alu. Ouais, tout à fait. Enfin, ça dépend. En fait, ça dépend du sens des fibres. En fait, si t'es dans le sens de traction-compression des fibres, là, c'est ultra rigide. Et si t'es dans le sens de flexion en fait des fibres, c'est beaucoup plus mou. D'ailleurs, il y a certains cadres que tu vois, tu peux en appuyant, tu les déformes. Tout simplement parce que t'es dans le sens orthogonal aux fibres. Et c'est plutôt gage de qualité même. Ouais, oui, ça veut dire que le cadre a été vraiment penché et calculé. Ouais. Donc ça c'est un petit upgrade, hein. En fait on va changer des freins qui sont en XT, qui sont déjà des bons freins, par des freins en XTR qui sont le top, un peu plus léger, hein. Le but là c'est vraiment du gain de poids concrètement. Ceux qui me suivent ils auront noté que jusqu'à maintenant j'étais en cintre, donc ils sont les freins de DH. Ce que j'adore sur les Shimano cintres par rapport à tous les autres types de freins, c'est le mordant. C'est vraiment l'aspect on-off et la fiabilité. J'ai jamais eu le moins de problème sur ces freins. Cette sensation de on-off c'est hyper important en montagne je trouve parce qu'il y a plein de moments où il faut bloquer direct, très net, être précis. Oh. T'es pas du tout sur des longues descentes où tu vas chercher la progressivité pour doser, t'es pas du tout comme ça qu'on pilote en montagne. Faut maîtriser quoi. Je sais plus sur quel vélo j'avais testé des XTR, et du coup j'avais eu le même ressenti avec les XTR qui sont beaucoup plus légers. Je me suis dit allez banco on va passer en XTR, et là après le Chili, pour moi clairement je valide. Le gain de poids ça a tout son sens. La différence entre les deux, je la sens pas notablement. Simplement, peut-être sur des très longues descentes, les cintres vont être plus endurants, ce qui est normal. Tu vas moins avoir le côté spongieux au bout d'un moment de la descente. Mais pour le coup, le ressenti de base, il est quand même très similaire. Donc pour le gain de points que ça fait, voilà quoi, je valide aussi le passage XT. Liquide minéral. Ça c'est un gros plus parce que pour faire les purges, c'est quand même... Et l'entretien chez Shimano, il faut dire ce qui est, il est génial, il a une facilité. Ouais, c'est vrai que les purges des Shim, c'est vraiment ultra simple. Alors du coup, les bikes, ils ont été jusqu'à quasiment du moins 20 degrés au Chili, et les freins fonctionnaient toujours. Ça n'a pas bougé. Ouais, alors ils fonctionnaient. Ils avaient du mal à moins 20 degrés, hein. Il n'y avait pas un freinage on-off, mais ils n'étaient pas bloqués. Donc lui, il n'avait pas gelé dans les durites à moins 20,
Alors que, a priori, quand même, c'est le gros problème de l'uniminéral, c'est que tu peux pas descendre autant en température que sur du DOT, où là, tu n'as vraiment aucun problème à moins 20, quoi. Alors du coup, question de disque, là c'est sur des Shimano Ice, Centerlock et merde, comment on dit déjà Flottant. Disque flottant, cherchez le mot, merci. C'est vrai que mon ancien bike qui était monté en disque totalement basique, normal, Centerline, des SRAM Centerline, franchement un disque, c'est un disque. Hein. Bon, c'est joli d'avoir du disque flottant, mais moi je ne les fais pas suffisamment chauffer pour y voir un intérêt réel. Par contre, avoir des disques flottants, c'est plus compliqué à détendre. Donc c'est plutôt un inconvénient qu'autre chose, mais là, du coup, le montage était joli. Et l'épaisseur, elle fait pareil. Ouais, ils sont un peu plus épais, effectivement, que les Centerline, donc meilleure durabilité, quoi. Comme sur tous les bikes d'enduro de série, il y a une tige de selle télescopique, évidemment. Moi, pour le coup, pour ma pratique en montagne, vu que, grosso modo, la tige de selle, je la règle au max une fois par sortie en haut, quoi. C'est un élément qui, pour moi, n'a aucune utilité. Rajoute du poids, rajoute des problèmes mécaniques, des problèmes de fiabilité, génère de la maintenance en plus, donc vraiment pas beaucoup d'utilité. Intégriste. Donc là, on va la retirer, mettre une tige de selle la plus light possible, qui est en carbone, avec une selle ultra light dessus. Du coup, on change tout cet engin par ça, juste. Et ça, croyez-moi, ça pèse vraiment rien. Voilà, donc je suis toujours sur une bonne tige de selle en carbone, donc celle-là c'est une Ritchey, c'est vraiment des tiges de selle haut de gamme, avec une selle ultra light aussi, avec rail carbone. Ce petit montage de selle est vraiment extrêmement léger. Entre les deux ensembles, on gagne 600 grammes là. Du coup, ça c'est le gain de poids maximum hein, qu'on a sur le montage. D'ailleurs, même le collier de selle est en carbone. Bon, sur la transmis, il y a beaucoup de personnes qui vont se poser la question. Alors, il va mettre des vitesses ou il va pas mettre des vitesses? Single speed ou transmis normal? Évidemment, sur mon bike d'avant, ça a beaucoup fait parler le fait que je monte en single speed. Pour beaucoup, ça peut sembler être une hérésie de passer un super enduro comme ça sans dérailleur. Mais pour moi, pour ma pratique en montagne, c'est vrai, vu que je ne fais que descendre, quand on a le bon ratio de pédale et pignon, bah du coup, c'est parfaitement indiqué. Hein. C'est-à-dire que moi, mon bike précédent, le single speed, je l'ai pas du tout subi. C'était génial, un poste de pilotage absolument propre. Et surtout, ça retire du poids, et exactement comme pour la tige de selle télescopique, ça retire du poids, des problématiques mécaniques, des composants du bike qui sont parmi les plus fragiles avec le dérailleur, ça retire des problématiques de maintenance et de tout. Donc ce vélo-là, par contre, je ne l'ai pas monté en single speed pour une raison simple, c'est parce qu'il était dédié à l'expédition, et du coup je savais pas du tout si sur les approches on allait avoir besoin de pédaler ou pas. Non mais normalement, il doit y avoir une piste, hein. Si on n'est pas sur une piste. Puisqu'en fait, là-bas, au Chili, il y a des très hauts plateaux, avec des accès très longs, et moi je savais pas si on allait pouvoir les faire en 4x4. Ah, c'est chaud là. Si on allait devoir les faire à pied, ou si ça se pédalait. Et si ça se pédalait, moi je voulais pas être le seul du groupe avec un single speed que tout le monde attend, qui rame derrière. Donc voilà, dans le doute... XX1, direct. Voilà. Dans le doute. XX1 AXS. Hein. AXS, s'il vous plaît, monsieur. Le AXS, hein, pour ceux qui connaissent pas, ça veut dire qu'en fait, t'as pas de câble qui va de la manette au dérailleur. Il y a une liaison Bluetooth entre la manette et le dérailleur à l'arrière. La commande, elle est envoyée par signal Bluetooth, et ensuite tu as un micromoteur électrique qui fait décaler le dérailleur. Alors c'est plus un modèle pour les vélos de XC, normalement, le XX1, on ne met plus du XO1 sur les vélos d'enduro, mais moi c'était vraiment mon critère principal, c'était le poids. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'étais en XO1, et j'ai des coéquipiers qui roulent en XX1 depuis plusieurs années sans problème. Donc. Et du coup, il ne va pas falloir vous offusquer là, parce que je vais demander de mettre peu de graisse. Là, il va mettre moins de graisse que ce qu'on met normalement sur un montage de bike. Et ça, c'est pour une raison simple. C'est parce qu'au Chili, on va avoir des températures de moins 20 degrés sur les sommets vers 6000. Et du coup, la graisse, elle va geler. Donc XX1, bien évidemment, il est plus léger que le XO1, et encore pas de tant que ça. L'argument pour rester sur du XO1, c'est surtout d'avoir un groupe un peu plus solide, un peu plus résistant. Bon, moi, franchement, le XX1, ça m'est jamais arrivé de péter une manivelle. J'ai des coéquipiers qui roulent en XX1 depuis très longtemps. Même quasiment tout le monde est en XX1. C'est même pas quasiment. Tous les autres membres de l'Expé, en fait, ils sont en XX1, et ils sont en XX1 depuis plusieurs années. On n'a jamais pété quoi que ce soit. On n'a jamais pété un pédalier, on n'a jamais pété une manivelle. Voilà la roue arrière complètement montée. Grosse nouveauté pour moi depuis 2 ans, il y a une cassette. Du coup, c'est du 1252 en termes de développement.
Et la XS, alors la XS, c'est pas plus lourd que le même dérailleur avec câble, puisqu'en fait, on rajoute une batterie, mais on fait l'économie de tout le câble. Donc là, il va monter la pièce la plus fragile du bike. Hein. Bon, attention, dérailleur là. Ah non, 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 là, non. Il vaut 1000 balles mon dérailleur là, donc bon. Par contre, le AXS, il a comme gros avantage, vu que t'as pas de problématiques de passage de câble et quoi que ce soit, si t'as des problèmes mécaniques, c'est tout simple, si tu pètes ton dérailleur, un coup de vis, tu vires ton dérailleur, tu ouvres ta chaîne et tu remplaces ton dérailleur. On avait un GX AXS aussi, du coup, électrique aussi, de rechange. On avait pris ça dans un souci d'ergonomie, de rapidité, de pouvoir changer un composant rapidement si on avait une lacasse au Chili. Et en plus, c'est vrai que en termes de sensation, c'est un peu plus agréable, je reconnais, qu'un dérailleur à câble. Le passage de vitesse, il est ultra fluide et il se fait instantanément. Il n'y a pas cette sensation un peu moins fluide de la gaine de câble, ouais, élastique, ouais. Et alors, tout le monde m'a dit, quand ils ont vu le montage et qu'ils savaient où on partait, tout le monde m'a dit, la XS, jamais ça marchera à ces altitudes, il va faire trop froid, les batteries, ça va vous faire chier, ça va vous faire des problématiques pour rien. Alors, si j'avais pas eu de retour d'expérience sur le sujet, je me serais fait exactement les mêmes remarques et j'aurais jamais mis un AXS. Sauf que... Il dit quoi le derrière? Bon. En fait, la résistance au froid, c'est beaucoup plus résistant que ce qu'on croit. Mon pote Dimitri roule en AXS depuis très longtemps. Pierre aussi roule en AXS. Et du coup, j'ai vu ce que ça donnait en montagne. C'est-à-dire qu'en fait, les batteries, elles tiennent ultra longtemps. Il y a besoin de les recharger finalement très rarement, surtout quand on fait du vélo de montagne et pas de l'enduro. Et d'ailleurs, quand les bikes se sont retrouvés par moins 20 degrés complètement gelés, l'AXS fonctionnait. Ouah, l'AXS. Vas-y, on regarde, on déneige la cassette. Ouais, il y a peu de mal quand même. On a vraiment pu le vérifier au Chili, et vraiment c'est un bon choix. La XS à 6000 mètres, c'est bon hein. Et l'autodécharge de la batterie avec le froid, mais bon, il suffit d'en mettre dans la poche. Le pire des cas, de ne pas la laisser sur le vélo, c'est ce que vous avez fait, j'imagine. Même pas, on les a laissés. Vous les avez laissés? On les a tout le temps laissés, et on n'a jamais eu de problème, ouais. En tout, dans l'expé au Chili, j'ai rechargé une seule fois la XS. Sur la manette, jamais, puisqu'en fait, c'est une petite pile au lithium et ça a tenu. On en avait de rechange, on n'a pas dû les changer. Et la grosse batterie à l'arrière, une seule fois on l'a rechargée. Ça aurait pu tenir, mais tu sais, le voyant, le témoin est passé au rouge, donc ça veut dire qu'il va bientôt être déchargé. Du coup, les pédales que j'ai sur ce bike, c'est des pédales que j'utilise depuis très longtemps. C'est vraiment mes pédales préférées, j'en ai testé plein, mais celles-là, je les adore. C'est des HT ME03T. Alors en fait, c'est vraiment le haut de gamme des pédales plateau de chez HT Component. Donc c'est des pédales en magnésium, axe titane. On peut pas faire plus léger sur le marché. C'est 280 grammes, je crois, la paire de pédales, c'est un truc comme ça, c'est overlight, et la sensation dessus, le pied est hyper bien posé, elles sont ultra fines, donc elles vont moins aller t'accrocher des bouts de rocher. Alors les pneus, ça c'est vraiment un vaste sujet. Les marques de pneus, ils ont 1 milliard de versions en règle générale et c'est assez délicat de trouver les bons composants. Mais là, ProBike, ils ont réussi à avoir exactement les pneus que je souhaite. Pour être franc, ça fait des mois que j'arrivais plus à trouver. Donc je suis content que vous avez réussi. Il y en a une dizaine de paires en spare, enfin en remplacement pour l'expé, quoi. Donc moi, ça fait plusieurs années que je me suis fixé sur ce modèle. C'est du Maxxis, hein, c'est DHR, DHF. C'est pas de la double carcasse, donc ils sont juste légèrement renforcés, ce qu'ils appellent la protection EXO, et c'est la version 3C Max Terra. Je roule sur ces pneus depuis des années maintenant, j'en ai testé des dizaines de modèles, mais vraiment, hein, et par toutes les situations, et vraiment c'est ceux-là qui pour moi offrent le meilleur compromis poids, fiabilité et grip. Notamment en termes de fiabilité, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire au Chili, bon j'ai crevé un peu, mais vu les terrains c'était normal. Sur une année de ride complète en montagne, allez, avec ces pneus, si je crève 2 fois, c'est le bout du monde, quoi. Ce qui est vraiment extrêmement peu. Je te le confirme, pour avoir tout essayé à essayer de faire le malin avec d'autres marques, ben ouais, en moyenne, les Maxxis, ben, y a rien à dire, quoi. Ouais. J'ai trouvé des pneus plus performants, j'ai trouvé des pneus plus solides, mais qui avaient la moyenne comme ça partout, ben ouais, je cherche pas. Et c'est des pneus à moins d'1 kg. On se pose jamais la question du poids des pneus, ou pas beaucoup, alors que c'est un composant sur lequel tu peux avoir des variations monstrueuses. Selon le type de pneu que tu prends, tu peux limite prendre ou perdre 1 kg, quoi. Je suis un peu un intégriste du poids. C'est mon côté vélo de route, même si j'en fais pas du tout.
Comme à mon habitude, j'ai passé tout le bike en visserie titane, donc c'est bon, j'ai pas emmerdé pour Bike Shop avec ça, parce que c'est le seul truc du montage qu'ils m'ont pas fait, parce qu'il faut commander toutes les bonnes vis exactement, bonnes couleurs, ça, faut aller chez des fabricants spéciaux, c'est super compliqué. Et fastidieux, dis-le. Ouais, et fastidieux, ouais, il faut démonter chaque vis, les mesurer. Et là, cette vis par contre, celle-là, elle est ultra lourde. Parce que tu vois, c'est une des plus longues vis qu'on a sur un vélo, avec celle des freins arrière, et en plus, c'est une vis sur laquelle il y a aucune tension. Vu qu'elle sert juste à ajuster le roulement en fait. Et du coup ça on peut même mettre des vis en alu, voire en carbone. Et là on gagne, allez, 6-7 grammes. Et attends, il y a une vis titane qui n'est pas encore arrivée, je l'attends, c'est celle qui traverse la tige de sel, qui est vraiment une vis spéciale parce qu'elle est très longue et fine, mais elle est en fabrication en ce moment, elle va arriver. J'allais te le dire, ça se voit, c'est terrible. C'est horrible, hein, ouais, et elle n'est pas de la bonne couleur en plus. Ah, c'était insupportable. Bon bah Thomas a terminé le montage, c'est cool. Ah ouais. Ah ouais. Il est léger. 13,9. Hop. Du coup, mon objectif c'était d'avoir un bike sous les 14. Bon, voilà, on est sous les 14. Donc 13,9 pour un super enduro, tout équipé comme ça, c'est quand même très léger. Après retour sur ton expérience par rapport au Chili, ouais. Il y aurait quelque chose sur lequel tu reviendrais éventuellement au niveau des périphériques, quoi? Franchement non. D'entrée, pour moi, j'ai fait tous les bons choix de périphériques. Le seul truc que je peux rechanger, c'est repasser sur des roues encore plus light pour faire des sorties juste à la journée où j'ai pas besoin de la fiabilité de ces roues. Mais c'était déjà su et c'était déjà, on va dire, volontaire à la base. Mais sinon, non, vraiment, je changerais rien du tout là. Après, c'est vrai qu'au fil des années, j'ai testé plein de composants différents. J'ai eu l'occasion d'optimiser mes choix, quoi, on va dire, au fil des ans. Et c'est un peu une sorte d'aboutissement de config par rapport à ma pratique. C'est un vélo qui m'inspire confiance. Quand je le vois, j'aime ces cadres-là qui inspirent confiance. Putain. Et en termes de portage, tu te disais, ouais, équilibre, la façon dont il s'appuie sur le sac à dos, c'était impeccable. Bonne remarque, ouais. Qu'est-ce qu'il donne en termes de portage? En termes de portage, il est parfait. Ouais, ça semble pas mal là. Ça, c'est un critère assez subliminal, c'est pas pour. Ouais, bah c'est vrai que la plupart des gens n'ont rien à foutre, mais moi c'est fondamental parce que le vélo il passe plus de temps sur mon dos que moi dessus, lui. Le cadre, elle se prête à se poser sur le sac à dos et tout. Ouais, en fait il y a des bikes qui sont horribles à porter. Et il y a des bikes qui sont très agréables à porter. Celui-là, il fait partie des bikes super agréables. Avec un poids bien réparti, à la fois qui se pose sur le sac et qui se pose sur la nuque aussi avec le cadre qui te pète pas la nuque. Typiquement, les cadres qui ont des arêtes vives, qui sont bien carrés, ça te démolit la nuque. Donc non, très bien quoi. Après, moi je remarque un truc qui est chouette, et c'est pas tous les constructeurs, la qualité de la peinture. Parce qu'avec ce que vous leur avez fait subir, tu l'avais jeté sur des ridelles de 4x4, vous les avez un peu maltraités quand même. Et malgré ça, le vélo a... rien quoi. Ah, c'est une super bonne remarque ça. Parce que, en fait, ouais, les vélos, on les a massacrés. Hein. C'est-à-dire, effectivement, ils étaient sur les 4x4. Et en plus, en situation de 4x4. C'était pas sur une route bitumée, tranquille, où il y avait des chocs de partout. Il y avait de la poussière tout le temps. C'était atroce en termes de poussière. Donc, ouais, agressive. Les pierres, elles étaient ultra violentes. C'était des pierres de lave, donc il n'y a rien de pire, en fait, en termes de cailloux. Ils ont dormi dehors en permanence. Petit vélo. Je vais te laisser là pour la nuit. Au milieu de ce couloir hostile. À 5700 mètres. Nous on se casse, on redescend. On revient te chercher demain. Et ouais, la peinture, elle a vraiment quasiment rien. Les seuls trucs un poil abîmés, c'est en dessous, et c'est à cause effectivement d'être sur les ridelles de 4x4, mais ça tu peux pas faire autrement. Et encore, la peinture, elle a tenu. La peinture a tenu, c'est juste le vernis qui est un petit peu... il faut polir, c'est tout. Ouais, c'est ça. Et en plus, le cadre est déjà tout clair protecté de base, et clair protecté, le Clear Protect, il est ultra violent celui-là. Hein. Non, c'est ça, bravo Vitus, parce que c'est pas toutes les marques qui peuvent se vanter de ça. Ah, ça c'est vrai. Et puis en plus, il y a des marques, tu vois, tout ça c'est peint, il y a des marques, c'est des stickers qui sont juste collés en fait. Non, la peinture, c'est clair quoi. On l'a testé. Donc merci beaucoup à ProBike et à Vitus de m'avoir offert cette opportunité. Hein. Je suis vraiment ravi d'avoir eu ce bike pour cette expé. Et ça va continuer, puisqu'à partir de maintenant, il va partir en montagne avec moi, dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et puis on va pousser les tests encore plus loin là, pour vérifier comment ça se passe dans toutes les conditions. Et croyez-moi, il n'a pas fini de souffler encore.